Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve, j'ai envie de dire enfin, pour enfin, les reviews de la seconde saison de House of the Dragon. La maison du dragon, tu connais les bails. Évidemment, on attendait cette saison 2 avec impatience, ça fait genre 2 ans qu'on poireaute, on n'en pouvait plus, en termes de série, on a fait que de la merde. Et là, j'ai envie de dire le retour du roi, on l'a bien mérité. Ah, là on s'est bouffé, qu'est-ce qu'on s'est bouffé depuis House of the Dragon? On s'est bouffé les séries Star Wars qui étaient à chier, les séries Marvel qui étaient à chier. Voilà, bon, il n'y avait pas que ça comme série, mais nous, on est des connards, on regarde que ça. Donc voilà, là, ça revient, je vois un épisode, je fais « Oh, il est chouette !» Même The Boys, je regarde The Boys, je fais « Oh, c'est chouette !» Voilà, on est content. Enfin de la bonne fiction, j'ai envie de te dire. Ça fait plaisir. Donc avant de parler de ce premier épisode, bien sûr, je vais encore te casser les couilles. La campagne de précommande du Spatule Jump numéro 0 est en cours. On explose les records par rapport à la campagne d'Isekaira. Ça fait plaisir. Vous êtes déjà près de 1600 futurs lecteurs à avoir précommandé ce tome 0. Ça nous fait énormément plaisir. Je rappelle ce qu'est le Spatule Jump. Tu vois le Shonen Jump au Japon? Et ben on fait plus ou moins la même chose avec 5 artistes, 5 histoires originales, 5 histoires courtes d'une quarantaine de pages, des pages couleurs, du papier de qualité pour mettre en avant la création française imprimé en Bretagne. Voilà, le lien est dans la description. T'es fan de manga, t'es fan de bande dessinée, tu veux lire de bonnes histoires et soutenir la création indépendante, eh ben il faut que tu commandes le Spatule Jump. Voilà, oui. Bon, avant de commencer cette petite review, bon, comme d'habitude, il y a des chances que je me refoire encore dans les prénoms, dans les noms des personnages. Donc je vais sûrement leur donner des sobriquets, mais tu vas quand même réussir à suivre, tu vas rigoler. Bon, on avait fini la saison 1, qui était une masterclass de bout en bout. Hein. Encore aujourd'hui, j'y pense, je fais non, c'était bien. C'était vachement bien quand même, cette saison 1. On avait fini cette saison 1 par un drame, hein, c'est-à-dire qu'il y avait le Aemon, je crois. Non, pas Aemon. Aegon. Aemond. Aegon, c'est le roi, Aemon, c'est le frère taré. Donc Aemon qui avait pris son Vagar, je crois que c'est ça, son méga dragon, et qui avait buté un petit peu sans faire exprès Lucerys, le fils de Rhaenyra. Et donc là, ça finissait en mode oula, ça va péter, parce qu'en plus les deux avaient fait la paix en plus, plus ou moins. Les deux familles avaient fait la paix, sauf que quiproquo, il y a le père Viserys qui est mort. Et l'autre, elle a cru qu'il avait nommé son fils aîné, alors qu'en fait, il s'était censé retourner à sa fille aînée, Rhaenyra. Et du coup, il y avait un début de conflit, mais c'était plus ou moins en train de s'apaiser quand même. Et là, boum, c'est le drame. Donc là, on va partir sur de l'escalade. Et la pente va être ardue, l'escalade va être un petit peu sec. Voilà, donc on revient là-dessus, donc on a un épisode assez calme globalement dans l'ensemble, mais qui est là pour reposer un peu les enjeux. Hein. Donc logique, on revoit un petit peu tous les personnages, qu'est-ce qu'ils font, comment ils apprennent la nouvelle de ce qui s'est passé. Voilà, notamment le personnage de Rhaenyra qui part en mode j'ai besoin de m'isoler parce que ça va pas, faut que je retrouve le corps de mon fils. Qu'elle ne retrouvera pas malheureusement, parce que l'autre il est mort en mer malheureusement, donc elle va le retrouver, mais elle retrouve un bout de cadavre du dragon avec un morceau de tunique, et là elle se rend compte qu'il est vraiment mort, et puis là elle peut laisser libre cours à son chagrin et aussi à son envie de vengeance, hein, quand elle revient à Verdragon, je crois. Non, c'est pas ça, quand elle revient à je sais plus c'est quoi son bled, quand elle revient dans son château, elle arrive et fait bon, les autres ils arrivent, vas-y on va faire ça, fait je m'en bats les couilles. Vous me chopez ce bâtard là. Je veux la tête des mônes. Allez me choper la tête des mônes. Le reste je m'en bats les couilles. Voilà, trop stylé. Oui. D'ailleurs, j'ai pas revu la série depuis et du coup j'ai eu du mal à situer la première scène où ça se passe à Winterfell. Bon déjà ça faisait plaisir de revoir Winterfell évidemment. J'avais pas compris c'était qui le gosse qui allait parler au gars de Stark là. Je crois que c'était Clegane Stark, je crois si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça hein. Quand il allait parler au gars de Stark, bon, le gars de Stark, pareil, il a l'air d'avoir 15 piges, mais bon, allez, admettons. J'avais oublié c'était qui, en fait. C'est que à la fin de l'épisode, je me dis, mais oui, c'est l'autre fils. C'est pour ça que j'avais pas compris la première scène, tellement je suis à l'ouest. Mais après, ça m'est revenu, donc ouais, donc il y avait le côté, la garde de nuit qui est de retour, qui est évoqué. C'était plutôt sympathique, ce passage-là aussi. Bon, on voit que les Stark vont, a priori, prendre le parti des Noirs, du coup, parce que les Noirs, c'est la team Rhaenyra, et il y a la team Hightower, qui est les Verts, du coup, pour le coup. Ou alors c'est là, non c'est ça, c'est bien ça. Donc on va avoir du Stark, on va avoir du Starkos. Est-ce qu'ils vont se faire bolos, comme dans Game of Thrones?
On verra, parce qu'ils arrivent en mode « Hey, il y a les Stark !» Bon, on doit pas avoir vu la même série, parce que ça, c'est des grosses victimes, les Stark. C'est des énormes victimes, les Stark, qui se font bolosser de bout en bout dans la série originale. Hein. Donc on va voir comment ils vont se démerder, mais bon, on verra bien. Oui. Du côté des Verts, justement, on a un peu plus de focus sur le règne des Dagon, du coup. Bon, on sait pas trop, en fait, sur quel pied danser que ce perso. Ça a l'air d'être un espèce de Geoffrey, en mode Geoffrey Baratheon, c'est un peu taré. Mais en même temps, il a l'air de vouloir passer pour un mec bon. C'est-à-dire que quand il y a les doléances du peuple, le gars il fait « Oh, on m'a pris mes moutons, je suis dans la merde, c'est bientôt l'hiver. » Il fait « T'inquiète frère, on va te les rendre. » Et il y a le Hightower qui arrive, il fait « Non, non, on lui rend pas, parce qu'il faut nourrir les dragons. S'il y a la guerre, frérot, donc vas-y, envoie le chier. » Et là tu fais « Mais ça va, c'est que 10 moutons. » Il fait « Non, parce que si tu lui donnes à lui, après tous les autres crevards vont venir, tu dois avoir le mouton à tout le monde, donc vas-y, envoie le chier, tu vois. » Donc le gars il a envie d'être bien vu. Mais en même temps, quand tu vois qu'il est en réunion, là, il a l'air de se comporter un peu comme un bâtard. Genre, vas-y, fais le poney avec mon fils, sale bâtard de Lannister, là. Donc tu sais pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est un bâtard, ou est-ce que c'est ou alors c'est vraiment un bâtard qui a envie d'être perçu comme un sauveur. Ou alors est-ce que c'est vraiment un sauveur qui a pas envie d'être perçu comme un bâtard. Tu vois, donc le personnage est assez ambigu, on sait pas trop si c'est un FDP ou pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, sinon, il y a la Alicante, là, qui se tape, j'ai oublié son nom, le commandant, le Lord Commandant, là. Le maître Cuck en chef. Le gars, ça fait 20 piges qu'il s'est tapé la Rhaenyra, elle lui a mis un stop de cow-boy, et il a toujours la haine contre elle. Il vient de se taper la reine, là, et il fait genre, ouais, mais l'autre, c'est une connasse. Tu fais, bon, frérot, passe à autre chose. Au bout d'un moment, le gars, il est ridicule, quoi. Et donc, elle se tape ce mec-là, du coup, et elle fait, non, on le refera plus, nanana, et puis, à la fin de l'épisode, elle est en train de lui grimper dessus, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment, comment dirais-je? Est-ce que c'est obligatoire de faire cette amourette-là? Est-ce que c'est juste là pour dire, en fait, il y avait pas trop de cul dans la saison 1, on en rajoute dans la saison 2? Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de ce qu'il y a raconté entre ces deux personnages. Ça se voit qu'ils s'aiment pas, ça se voit que c'est juste pour Ken. Est-ce que c'est important de se focus là-dessus? Est-ce que c'est forcément nécessaire? Non pas que je fais le mec prude, c'est pas la question. Mais je me demande où ça va cette histoire. Le gars, c'est juste un... J'allais sortir un bouche-trou, c'est pas élégant. Mais c'est ça, en fait. Le gars, personne ne le respecte, il est juste là. Moi, je m'attendais à qu'il se tape le borgne, à un moment donné. Quand ils sont tranquilles en train de boire du vin, là, dis ouais, il jette de regards bizarres. Est-ce qu'il va y passer aussi avec le fils ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc il sert à quoi, ce mec-là? Concrètement. Alors, il a eu son rôle dans certains épisodes de la saison précédente, mais là, maintenant, à part faire le bouche-trou, il sert à quoi? Donc je suis curieux de voir où ça va nous mener cette histoire-là. Voilà, je pense pas, là, tout de suite, tu me dis ça à chaud, je te dirais, bon, on s'en bat un peu les couilles de Zélir, mais bon, pourquoi pas, hein, oui. Je pense même que ça aurait été plus intéressant de la faire sortir plutôt, enfin sortir entre guillemets, avec le frère jumeau, parce que tu sais, il y a les deux jumeaux, je sais plus comment ils s'appellent, qui se sont séparés, du coup, qui étaient tous les deux des gardes royaux. Il y en a un qui est parti avec Rhaenyra, il y en a un qui est resté avec les Hightower. Ça aurait été marrant plutôt qu'elle se tape ce mec-là, tu vois, comme ça il y aurait eu plus de dilemme. Or que ce gars-là, on sait que de toute façon il est contre Rhaenyra, le brun là, qui est un acteur français, je crois. On sait qu'il est contre Rhaenyra, la cuck, donc forcément. Donc je comprends pas où ils veulent en venir avec ça. Oui. Globalement, tu sens que le conflit, ils ont pas trop envie d'y aller d'un côté comme de l'autre, en fait. C'est que, bon, ça va péter, ils le savent, mais ils ont pas trop envie d'y aller, mais de toute façon, c'est trop tard. En fait, ça a été déjà trop loin, tu sens que ça va péter, ils essayent de trouver plus ou moins un moyen de désenclencher le conflit, ils le trouvent pas. Voilà, tu sens quand même, notamment quand tu vois la scène où ils font les funérailles de Luke, du coup, ils font ses funérailles alors qu'il n'y a pas de cadavre et tout. De son côté, Alicente le fait aussi, tu vois. Donc tu sens qu'en fait, c'est une famille qui s'aime a priori, mais qui sont déchirés pour des conneries, et puis que les conneries sont allées tellement loin que finalement, ils peuvent plus faire demi-tour. Et c'est ça qui est tragique, surtout quand tu repenses à la dernière, le dernier repas de Viserys avec ses enfants où il voyait tout le monde heureux, et puis du coup, ah c'est bon, tout le monde est rabiboché, je peux canner en paix. Et puis en fait, c'est reparti en couille juste après, tu vois. Donc il y a un côté vraiment tragique
C'est-à-dire que tu sais pas c'est qui les gentils, c'est qui les méchants, tu dis c'est juste que c'est un coup du sort, et du coup tout le monde s'entre-déchire, et c'est vraiment malheureux, mais en fait ça donne quand même une putain d'histoire. Surtout avec la fin d'épisode. Or c'est une scène que je connaissais, parce que j'avais vu des vidéos sur le lore de Game of Thrones, donc je savais que cette scène, un fils pour un fils, allait arriver, et quand on te la raconte, tu dis la scène elle est trop hardcore sa mère, et j'avais peur de la voir dans la série. Je me dis comment ils vont réussir à faire une scène aussi hardcore dans la série. Parce qu'ils en ont fait des scènes hardcore dans Game of Thrones et dans House of the Dragon, hein, notamment dans le premier épisode quand l'autre se prend une... Comment on appelle ça ? Une césarienne à vif, là, sans anesthésie, avec des trucs rouillés, ça pisse de partout et tout. C'était assez hardcore déjà de base. Là, on est sur un autre délire. Là, c'est-à-dire, vas-y, on doit tuer un gosse, choisis. Je rigole, mais c'est pas drôle. Tu te dis, c'est trop hardcore. Je trouve comment ils ont fait la scène très très bien. Alors la scène est toujours choquante, elle est effrayante, elle est terrible, mais elle est pas... y a pas le côté gore, tu vois, parce que là, quand il y avait la scène par exemple, prendre la scène de la césarienne, c'était un petit peu gore exprès, tu vois, c'est un côté, vas-y, il y a pas un côté spectacle. Là, c'est vraiment l'effroi, l'horreur, il te laisse imaginer ce qui est en train de se passer. T'entends tout, en fait, t'entends le gosse, tu vois, t'entends le couteau qui passe dans le machin, l'autre, il met des vrais coups de... Là, le saucisson, il est récalcitrant, le gars, il met des vrais coups et tout, tu sens que ça cisaille pour de vrai, quoi. Alors que le garçon, c'est un tout petit garçon, tout blond, tout mignon, là, l'horreur absolue, la meuf, elle est tétanisée, elle fait, oh, vas-y, attends, je vais prendre l'autre gauche, je me casse, je comprends rien. Franchement, la scène, elle est horrible. Mais elle est horrible, mais... Enfin, elle est insoutenable, mais elle est regardable, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'avais peur vraiment qu'ils te montrent tout, j'aurais fait, non, ils vont pas aller jusque-là, quand même, ça serait vraiment trop hardcore. Mais ils ont réussi à la rendre dérangeante, saisissante, terrifiante, sans en faire un spectacle en soi. Donc c'est pas un truc de vicelard bizarre, tu vois. Donc je trouve que la scène était très réussie. Par contre, juste après, pourquoi, et c'est là pour ça que ça m'a un peu sorti du truc, pourquoi elle arrive dans la chambre et les autres sont en train de niquer, quoi. T'étais obligé, là, franchement, là? On parle d'un gosse décapité, juste après, tu vois l'autre en train de faire le Bill Bokeh sur l'automètre Cuck. Tu dis, bon, attention, quand même. Faut choisir une ambiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'ai trouvé ça dommage. C'est pour ça que je trouve que cette relation-là, on s'en fout. Pourquoi vous montrez ça à ce moment-là ? C'est un peu bizarre comme délire. Et donc, tout ça pour en arriver au fait que, si les Hightower sont allés trop loin, un peu sans faire exprès, là, le camp Rhaenyra va beaucoup trop loin aussi, mais en le faisant exprès cette fois. C'est-à-dire que là, ils sont allés directement dans le château buter un gosse, quoi. Vraiment innocent, c'est pas un accident, c'était prémédité. C'est genre... Bon, à la base, ils venaient pas pour le gosse, mais comme ils ont pas trouvé le grand, ils ont fait, bon, on va buter le petit. Donc c'est encore plus tragique, on va dans l'escalade dans l'horreur... Après ça, tu peux plus faire marche arrière, vraiment. C'est vraiment, là, ça va devenir de la saleté, ça va très très mal se terminer. De toute façon, on le sait très bien que ça va mal se terminer, cette histoire. Mais là, c'est plus possible. Là, il y a plus de désescalade. Là, c'est direct, ok, prépare ton dragon bâtard, ça va chier, là. Donc très très curieux de voir le prochain épisode, parce que là, ça va partir en steak, mais ça va être laisse tomber. Là, il va y avoir de la bataille, il va y avoir des alliances. Donc très très curieux, très très hâte de voir la suite. Alors je sais pas sur combien de saisons ils ont prévu cette série, mais en tout cas tant qu'il y en a on prend, parce que franchement pour l'instant c'est très très stylé. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais ils ont changé le générique d'ouverture. Je m'y attendais pas. Alors je m'attendais à peut-être qu'il y ait des petites modifs en fonction de l'histoire qui avance, un peu comme on avait à l'époque dans Game of Thrones. Là non, c'est un autre délire. D'ailleurs, c'est un opening qui te spoil un peu c'est en mode tapisserie, broderie, qui te dit un peu ce qui s'est passé, l'histoire des Targaryens, et puis tu vois le délire, t'as l'impression que ça te spoil un peu. Ils sont crus dans un animé japonais, ils te spoilent ce qui va se passer, plus ou moins. Donc on va voir, j'imagine qu'il y aura des vidéos pour décrypter un peu ce qu'on voit sur cette tapisserie. Et en tout cas, j'ai trouvé l'idée sympathique. Je m'attendais pas à avoir un nouvel opening, puisque c'est de ça qu'on parle. Mais toujours aussi sympa. Voilà. D'ailleurs, je le préfère au premier. Le premier est un petit peu... j'étais pas giga fan. Alors, apparemment, hormis la musique, évidemment, qui est toujours incroyable. Mais là j'aime bien. Bref. Très bonne entrée en matière de cette seconde saison. Ça faisait plaisir. Les acteurs toujours au top. Les effets spéciaux toujours au top. La musique mise en scène, les comédiens toujours au top. Donc, on va très bien manger cette saison. On est parti pour 8 épisodes,
Et on se retrouve chaque semaine, chaque lundi, je serai là pour décrypter l'épisode avec vous, enfin décrypter, de vous donner mon ressenti à chaud sur l'épisode. On va bien rigoler, on va bien kiffer. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.